Tu commences. Bonjour. Je pense qu'on est live du coup sur ce nouveau webinaire. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Alors, est-ce que le son est correct de votre côté? N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous faire un petit bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On voit vos bonjours. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous confirmer que le son est parfait. Bah, écoutez, c'est encore mieux que ce que j'espérais. On ne s'attendait pas à autant de qualité sonore. En tout cas, c'est ravi de vous revoir aujourd'hui pour ce webinaire. On voulait parler d'un sujet aujourd'hui, comme son titre l'indique, AOO. On a historiquement beaucoup travaillé chez Marketing sur tous les leviers effectivement de trouvabilité en acquisition, je pense au SEO notamment. On a vu de plus en plus, et ça arrive de manière effectivement fracassante, l'usage des outils LLM pour trouver des prestataires, des solutions, des réponses, et du coup ça devient effectivement et fatalement important de se positionner sur ces outils-là pour être visible en tant que prestat ou que fournisseur. Et du coup on a organisé un webinaire aujourd'hui avec HubSpot. Ouais, bonjour à tous. Donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Bertrand. Je travaille chez HubSpot, ça fait une dizaine d'années. Et donc j'aurais le plaisir de vous présenter une partie du webinaire aujourd'hui. Donc oui, comme je vous disais, ça fait 10 ans que je travaille chez HubSpot. Simplement pour résumer, HubSpot, donc c'est un éditeur de logiciels CRM, plateforme CRM. Vous pouvez, alors il y a différents modules que vous pouvez acheter séparément, qu'on propose séparément. Il y a un module marketing, donc plutôt pour la génération de leads. Il y a un module sales pour la gestion du pipeline, la productivité des commerciaux, le forecast. On a un module service aussi. Et donc, j'ai le plaisir d'être accompagné par Marc-Antive aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en fait, même si HubSpot, on dit très souvent HubSpot est plus facile d'utilisation que certains de nos concurrents. C'est quand même une solution qui a 20 ans, donc il y a une profondeur dans le paramétrage qui est quand même très très importante. Et quand même, dans la majorité des cas, on recommande de déployer par un partenaire HubSpot. Et donc, c'est le cas de Marc-Antive, donc de Christian et de Stéphane, qui travaillent chez Marc-Antive. Si vous voulez vous présenter. Plaisir. Alors Christian, moi je suis du coup le fondateur de Marc-Antive. Ça fait un peu plus de 10 ans maintenant effectivement que j'emmène cette aventure-là. Donc on a été un des partenaires HubSpot historiques en France depuis 2013-2014 et on travaillait déjà avec Bertrand à l'époque, qui maintenant a beaucoup d'historique avec nous et nous accompagne sur tous ces sujets parce qu'historiquement aussi HubSpot c'était une solution principalement marketing. Inbound marketing, c'est devenu, comme le disait Bertrand, aussi un CRM, un outil de service client. Maintenant, de plus en plus, il y a une plateforme agentique. Et dans le cadre justement du développement de l'IA, effectivement, la trouvabilité sur les réseaux, sur les LLM est hyper clé. Et HubSpot propose une fonctionnalité intéressante là-dessus. Et on trouvait que c'était intéressant, et particulièrement à propos de pouvoir vous la présenter, la développer, vous montrer effectivement de manière très concrète comment ça peut être appliqué. Et c'est aussi pour ça que Stéphane est parmi nous qui emmène la partie grosse chez Marc-Antive. Effectivement, peut-être pour finir le tour de table rapidement, donc moi je suis le manager de notre business unit grosse marketing chez Marc-Antive, donc c'est tous nos sujets, notre activité de conseil sur les sujets d'acquisition, d'activation, d'exploitation de data, CRM, au service évidemment de la performance et du développement, la croissance de nos clients, et évidemment l'AEO fait partie aujourd'hui des solutions qu'on va pouvoir proposer à nos clients pour développer l'acquisition de nouveaux contacts dans un premier temps, mais surtout de visibilité et de traction, on va dire, sur ce canal qui va évidemment transformer la façon dont on va percevoir la relation à la conquête et à la visibilité de nos prospects, enfin vers nos prospects et clients. Et donc, je vous présenterai un retour d'expérience un peu concret de mécanique qu'on a pu déployer justement depuis le lancement de la bêta, du coup, il y a à peu près un mois maintenant. Donc allons-y, entrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va décomposer le webinaire en 3 parties. Donc dans la première partie, l'idée ce sera vraiment de véhiculer l'idée que les IO, et d'ailleurs on va peut-être définir les IO dans un instant, mais pourquoi il faut s'en préoccuper absolument maintenant. Il y a une phrase que j'aime bien, j'aurai peut-être l'occasion de la répéter au cours du webinaire, mais le meilleur moment pour
pour se préoccuper de la partie EIO, c'était hier. Le second meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, on va voir pourquoi. On va notamment illustrer ça par rapport, avec des chiffres. Dans une deuxième partie, je vous ferai une petite démo de l'outil EIO disponible dans HubSpot parce qu'il répond à 3 questions clés qui vont permettre vraiment d'améliorer votre visibilité. Et puis, dernière chose, on vous donnera aussi pas mal 3 recommandations. HubSpot a été précurseur sur la partie EIO et on a un retour d'expérience qui est assez intéressant pour vous aider justement aussi dans votre stratégie. Donc allons-y. Ce que je voulais aussi vous dire, oui, alors sur la partie EIO, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous ai mis en lien ici le profil LinkedIn d'une personne qui travaille chez HubSpot, qui est directrice de la partie acquisition et paid. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est vraiment une experte qui est très intéressante à suivre même. Quelques chiffres pour commencer, mais effectivement, comme je l'ai dit, je voulais revenir un petit peu sur la partie EIO. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? EIO, c'est AI Engine Optimization ou Answer Engine Optimization, ou on l'appelle aussi parfois GEO, Generative Engine Optimization. Donc voilà, il y a plein d'acronymes qui illustrent une réalité. Pour faire simple, c'est le pendant du SEO pour les LLM. Donc c'est en une phrase, comment est-ce que vous allez améliorer votre visibilité sur les moteurs IA comme ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude. Ok. Et donc, pourquoi c'est hyper important, capital de s'en préoccuper maintenant? Peut-être que alors vous n'avez pas prévu, mais ça va être un petit peu participatif. 3 questions à vous poser, rassurez-vous. Mais la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous savez combien d'utilisateurs hebdomadaires y a-t-il sur ChatGPT? Est-ce que vous avez un chiffre sur le nombre d'utilisateurs moyens sur ChatGPT? Vous pouvez utiliser le chat pour envoyer vos réponses. Ça m'intéresse de savoir le chiffre que vous avez en tête. Non, au global. Pas uniquement en France, au global. Monde. Alors, 800 millions. Quelques millions. Monde. Dans le monde. D'accord, pas uniquement en France, dans le monde. Donc, on a un grand écart entre Sophie et Sylvia. 800 millions, ouais, ok. Alors, effectivement, Thibaut et Sophie, vous étiez très très proches. On est à 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires sur ChatGPT. Ça date déjà il y a quelques mois. C'est une donnée qui date de mars, février. Donc en fait, ce chiffre, pourquoi il est important? Il est important parce que si vous vous posez la question, finalement, est-ce que mes acheteurs, est-ce que mes prospects sont sur ChatGPT? Je pense que ce chiffre vous donne la réponse. J'ai regardé à l'occasion du webinaire, on est à peu près 8,2 milliards sur Terre. D'accord. Bon, tout le monde n'est pas en capacité de faire des recherches, mais 900 millions, ça me rappelle un petit peu au moment de Facebook où on pouvait penser ce qu'on voulait de Facebook, mais certaines entreprises se demandaient s'il fallait finalement créer une page Facebook. Et au final, quand vous avez 2-3 milliards d'utilisateurs sur Facebook, la réponse était évidemment oui. Et donc ce chiffre de 900 millions, en fait, illustre la puissance et la dynamique qui est en marche. Et ça, c'est uniquement sur ChatGPT. Sachant que sur Gemini, vous allez avoir, lorsque j'ai regardé là, cette semaine, ils sont à 750 millions. Donc évidemment, il y a des utilisateurs communs entre les différents LLM. Enfin, encore une fois, si vous vous posez la question, est-ce que finalement mes acheteurs, mes prospects sont sur LLM? La réponse est oui. Deuxième question, l'avant-dernière, promis. À votre avis, quel pourcentage des recherches se font sur les LLM dans le monde? Donc si on prend, et pour expliquer ce que je veux dire, c'est si on prend les moteurs de recherche traditionnels du type Google, Bing, etc., et si on prend les LLM, quel pourcentage des recherches se fait aujourd'hui d'ores et déjà sur les LLM? On a 50%, 80%, 30%. Ouais, 35. On l'a dit qu'on est passé du côté très optimiste. La réponse est 25%.
C'est énorme. Je vais décomposer ce chiffre pour vous expliquer en fait d'où il vient. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, les requêtes se font soit sur les moteurs de recherche traditionnels, type Google, soit sur les LLM. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour 2 requêtes sur un moteur de recherche traditionnel type Google, vous allez avoir un peu plus d'une requête qui est faite sur les LLM. D'accord? Donc le rapport, c'est à peu près de 1 à 2. Okay, et ensuite, si vous regardez les requêtes précédemment qui sont faites sur les LLM, en fait, toutes les requêtes sur les LLM ne sont pas des recherches. Vous allez utiliser les LLM pour traduire des choses, coder, écrire un email, d'accord? Donc en fait, on considère qu'il y a à peu près 60% des requêtes qui sont des recherches. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à 25% des recherches qui sont faites sur les LLM. Donc, c'est un quart. Donc, c'est déjà énorme. Si vous n'optimisez pas en fait vos visibilités sur les LLM, vous n'optimisez pas votre visibilité pour un quart des recherches. Donc, c'est déjà énorme. Et en fait, pourquoi c'est encore plus frappant que juste le chiffre 25%. Google, ça a été créé en 1998. D'accord, donc ça fait à peu près, on va arrondir, d'accord, donc ça fait à peu près 30 ans que Google existe. ChatGPT, ça a moins de 4 ans. Donc ça date à peu près de novembre 2022. Donc ça veut dire qu'en 3 ans et demi, il y a 25% des recherches qui ont été phagocytées par les LLM. Donc en fait, on peut très bien imaginer que très rapidement, dans quelques mois, plusieurs années, ce chiffre va continuer à croître de manière très très importante. Donc 25% sur 3 ans et demi d'historique, c'est déjà énormissime. Okay, et donc, ces 2 chiffres illustrent aussi un parcours d'achat qui a changé. Et je voudrais détailler un petit peu ici. Donc, avant, on va dire, d'accord, donc sur la partie de gauche, avant l'avènement des LLM, donc on va dire jusque 2022. En gros, ce qui se passait, c'est que lorsque vous avez un acheteur, un prospect, il va faire une requête sur Google. Google va faire correspondre cette requête à une page de résultats, d'accord? Et l'acheteur, le prospect, va se balader sur la première page, la deuxième page, cliquer sur quelques liens et arriver sur votre site internet. Donc le but, et c'était tout le but du SEO et d'avoir une stratégie SEO, c'était effectivement de ranker, d'être le plus haut possible sur la page de résultats de Google. Ce qu'il faut voir aussi dans ce parcours d'achat, c'est qu'en fait, très vite, vos prospects, ils étaient redirigés sur votre site internet et vous aviez du coup moyen de capter ce trafic au travers de formulaires, différents modes de conversion sur votre site internet. Aujourd'hui, sur les LLM, je prends l'exemple de ChatGPT, donc vous allez avoir le même prospect acheteur qui va faire une requête, mais qui va converser en fait avec ChatGPT. Et l'important, ce qui va compter, c'est justement d'être dans la première réponse, d'être cité par ChatGPT parmi les potentielles solutions, parce que de là va découler des échanges supplémentaires, successifs avec le LLM. Et donc, si vous n'êtes pas dans cette première partie de réponse, vous ne capterez pas ce trafic à la fin. La personne ne viendra pas sur votre site internet. Donc, c'est là où en fait tout se joue. Il faut que sur les premières recherches, dans les premières réponses, vous soyez absolument cité par le LLM. Et donc ça, c'est tout l'objet de la partie EO, d'optimiser votre visibilité sur les LLM. Encore une fois, l'une des grosses différences aussi, c'est que vous n'allez pas capter, aujourd'hui, vous allez capter de moins en moins les acheteurs qui sont en début de parcours d'achat. Et vous allez avoir de moins en moins l'opportunité de parler à ces acheteurs en début de parcours d'achat. Donc, si vous n'êtes pas cité, vous perdez la bataille, vous perdez les prospects. Déjà, vous ne vous en rendez pas compte. Et vous perdez des prospects, vous perdez des acheteurs éventuels sans même avoir pu défendre votre entreprise ou vos produits. Et donc, tout ça, cette dynamique, ça s'illustre par 2 chiffres. Donc, le premier était fourni justement par HubSpot sur notre publication des résultats au premier trimestre. On a du coup analysé, il y a à peu près dans le monde un peu plus de 300 000 clients qui utilisent HubSpot, et en fait on s'est rendu compte que sur nos clients,
on observait une baisse du trafic organique de 27% d'une année sur l'autre. Et en fait, ce chiffre-là illustre exactement la dynamique que je viens de décrire juste avant, c'est-à-dire que le trafic que vous captiez avant, début de parcours d'achat, aujourd'hui, ce trafic, il est phagocyté par les LLM. D'accord ? En revanche, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes cité dans la réponse et que vous faites partie du benchmark de la shortlist du prospect, le trafic qui vient des LLM convertit en moyenne 4,4 fois plus que le trafic organique. Donc en fait, ce que ça veut dire tout simplement, c'est que le trafic qui vient des LLM, il est beaucoup plus qualifié. Les prospects, vos acheteurs se sont auto-qualifiés en quelque sorte, et le trafic qui arrive sur votre site, certes il est moindre, mais il est beaucoup plus qualifié. Donc ce qui illustre ça, c'est notamment l'évolution du funnel. On va dire avant 2022, vous aviez un tunnel de conversion qui était assez large en entrée et beaucoup plus restreint en sortie. Aujourd'hui, il est moins large en entrée, mais par contre, il est beaucoup plus large en sortie aussi. Voilà, visuellement, c'est la façon d'illustrer les deux derniers chiffres donnés. Autre chose aussi, qui montre l'importance du trafic venant des LLM et le fait que le trafic s'auto-qualifie. HubSpot considère que le trafic qui vient des LLM, c'est aujourd'hui le principal indicateur d'intention d'achat. Donc, encore une fois, parce que le trafic est beaucoup plus qualifié. Maintenant, donc, on a vu que, en termes d'utilisateurs, énormément d'utilisateurs, on a vu que beaucoup de recherches sont faites sur les LLM, d'accord, on a vu les changements sur le parcours d'achat. Donc, on a vu l'importance, effectivement, d'avoir une stratégie EO, parce que c'est non seulement important, mais c'est aussi hyper urgent. Parce qu'en fait, le coût de l'inaction augmente chaque jour. Parce que le graphique que vous voyez, c'est tout simplement, en fait, une courbe du cycle d'adoption. D'accord ? Donc, lorsque vous avez une nouvelle technologie qui est disponible, il y a toujours une première vague d'early adopteurs, puis une deuxième vague, puis ensuite la majorité, et ensuite des retardataires. Maintenant, si on fait le parallèle avec justement le SEO, je vous ai dit, Google a été créé en 1998, d'accord ? On peut dire que le SEO s'est démocratisé vers 2004-2005, d'accord ? Donc ça correspondrait à peu près à la deuxième vague sur le graphique, la vague Blockler. Et puis, on va dire qu'ensuite, c'est devenu une priorité et essentielle pour chaque entreprise, on va dire entre 2012 et 2014. Donc ça, c'est plus la partie, fin de la partie verte, début de la partie jaune, d'accord ? Et avec le fait que plus les entreprises ont tardé à avoir une stratégie SEO, plus c'est devenu difficile. Parce qu'il y avait plus de contenu, parce qu'il y avait plus de concurrence. Donc, avoir une stratégie SEO en 2004, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace qu'avoir une stratégie SEO 15-20 ans plus tard. Il y avait encore une fois beaucoup de concurrence, beaucoup de contenu, mais presque même une saturation. La bonne nouvelle, c'est que sur la partie EO, voilà, donc je vous ai mis le petit cadre en rouge. Donc c'est un peu comme sur les cartes du métro de Paris. On est ici, d'accord ? Donc on est dans la deuxième vague Blockler. Et donc les EO en 2026, c'est un peu le SEO en 2004. Donc vous avez encore la possibilité d'avoir un impact très clair. Il y a encore relativement peu d'entreprises qui optimisent leur stratégie EO. Et donc, il va y avoir un avantage aux premiers entrants. Donc, c'est pour ça que je vais répéter la phrase que j'avais énoncée au début du webinaire. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. OK ? Donc maintenant, je vais passer à la démo justement de l'outil EO. Avant ça, ce que je ne vais pas montrer dans la démo, c'est que pour que l'outil fonctionne, il faut le paramétrer et ça prend vraiment 5 minutes. Ce que vous devez faire, c'est simplement indiquer votre nom de domaine, votre URL, ajouter qui sont vos concurrents. On va voir en quoi c'est important par la suite. Et ensuite, il y a deux autres choses que vous devez faire. Donc, vous devez renseigner votre ICP, donc votre profil, les clients que vous ciblez et les produits proposés. Et tout simplement parce qu'en fait, on va le voir, on traque des prompts. Et en fonction des profils et des produits proposés, on va vous dire justement si avec les prompts que vous traquez, vous couvrez l'ensemble de vos cibles et des produits que vous vendez.
et simplement ajouter donc, les prompts à traquer. Donc vraiment le paramétrage, n'importe qui peut le faire, ça prend 5 minutes. Bon, là, pour la démo, on n'avait pas forcément ce temps-là, donc je zappe. Et donc en fait, sur la partie EIO, vous arrivez ici. Donc ça, c'est un portail HubSpot, donc vous avez l'onglet EIO ici dans la partie marketing. Et je vais commencer la démo par la partie prompt. Donc, l'idée de cet outil, c'est déjà de vous donner une idée de votre visibilité sur les LLM, de répondre à la question est-ce que vous êtes visible sur les LLM. Et pour ça, en fait, on va traquer des prompts. Donc, les prompts, vous pouvez les ajouter manuellement. Si vous êtes sur le Marketing Hub ou Enterprise depuis un petit moment, il est possible qu'on ait suffisamment de données, récolter suffisamment d'informations sur votre entreprise pour vous générer automatiquement des prompts si vous le souhaitez, mais de toute manière, vous pouvez aussi les ajouter manuellement. Et en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que pour un prompt que vous allez ajouter, ce qui va se passer, c'est que en fait, nous, on va l'envoyer de manière quotidienne sur ChatGPT, Perplexity, Gemini. D'accord ? J'anticipe la question quid de Claude, ça arrivera assez vite d'ici la fin de l'année. Après, il faut quand même voir que sur la partie recherche, ChatGPT et Gemini sont ceux qui ont le plus d'utilisateurs. Claude, c'est celui qui a une dynamique très positive, mais c'est encore pas mal Power, Code, etc. Donc, sur la partie recherche, ChatGPT et Gemini sont au-dessus. Et donc, en fait, on traque ces prompts. Donc, ça veut dire qu'on les envoie tous les jours de manière quotidienne sur ces 3 LLM. Et en fait, on va analyser la réponse. Donc, ici, là, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais en fait, ici, le portail, il est configuré pour analyser la performance EIO de HubSpot. D'accord ? Donc, le nom d'entreprise, le nom de domaine que je veux traquer, c'est HubSpot. J'ai indiqué donc, les concurrents d'HubSpot. D'accord ? Donc, ici, on prend le cas d'HubSpot. Et donc, on envoie ces prompts de manière quotidienne, on regarde la réponse et on regarde notamment si vous êtes cité, si votre marque est citée dans la réponse. D'accord ? Ça va vous donner un score de visibilité pour chacun de ces prompts, que vous voyez ici. Et ensuite, on va agréger l'ensemble de ces prompts pour vous donner un score de visibilité global et que vous allez retrouver ici. Donc, la première question à laquelle répond cet outil, c'est est-ce que je suis visible sur les LLM ? Et donc, le chiffre que l'on a ici, 81,05%, ce que ça veut dire en fait, c'est que si on prend l'ensemble des prompts qui sont traqués, HubSpot est cité dans la réponse 81,05% des fois. D'accord ? Donc, c'est ce que ça veut dire. Alors ici, vous pouvez voir aussi votre évolution de visibilité, votre score de visibilité sur les différents LLM. Donc, c'est la première question à laquelle on répond. Maintenant, dans certains cas, ça va être difficile d'interpréter ce score. D'accord ? Notamment si vous êtes à 15-20%, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? La partie bonne visibilité, c'est un score absolu, mais c'est bien de pouvoir aussi le comparer par rapport à vos concurrents. Okay ? Et donc, c'est notamment l'information que vous allez pouvoir retrouver dans le tableau ici. Donc, ça s'appelle Competitor Landscape, Share of Voice, qu'on peut traduire en fait que je traduis moi par d'audience. Donc, en fait, ici, ce tableau-là va répondre à une deuxième question qui est fondamentale, c'est par rapport à mes concurrents, est-ce que je suis plus ou moins visible sur les LLM ? D'accord ? Et donc ça vous permet d'interpréter justement ce score de visibilité. Parce qu'au final, même si vous avez un score de visibilité, même de 40, et que votre part d'audience est bien supérieure à vos concurrents, en fait, déjà, on peut considérer un bon travail sur la partie LIO. D'accord ? Donc, encore une fois, ici, on répond, la deuxième question à laquelle on répond, c'est est-ce que je suis plus visible sur les LLM que mes concurrents ? Et la troisième question, finalement, à laquelle on va répondre, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux améliorer pour booster ma visibilité sur les LLM. Donc là, il y a 2 onglets qui vont permettre de répondre à ces questions. Le premier, alors ici, la plateforme est en anglais avec Citation, on va traduire ça par source. Okay ? Donc ici, on va vous donner un certain nombre d'informations, encore une fois, qui vont permettre d'ajuster votre stratégie. Bon, je passe assez vite sur les 2 premiers. Le premier vous montre en fait si on prend l'ensemble des sources qui sont citées dans les réponses, je vais juste revenir sur la partie prompt une seconde. Sur ce prompt-là, par exemple, vous voyez si vous êtes mentionné dans la réponse, à la fin, vous avez aussi l'ensemble des sources qui ont été utilisées pour construire la réponse.
D'accord? Et donc, ce premier graphique, en fait, vous dit parmi les sources qui sont utilisées pour construire la réponse, combien de ces sources utilisent le domaine HubSpot, d'accord, par rapport à des domaines concurrents. D'accord? Donc, en gros, c'est est-ce que l'information vient de votre site internet propre versus vos concurrents. Ici, vous avez combien de ces sources qui sont utilisées pour construire la réponse citent votre marque versus vos concurrents. Donc ça vous donne une première indication. Et je voudrais en fait surtout passer plus de temps sur les tableaux que l'on voit ici et en dessous. Ici, en fait, on vous indique, parmi les sources qui sont utilisées, quel est le format, quel est le type de format qui est utilisé comme source. Donc, en fait, ici, on voit que si on prend le premier format, donc page produit, article de blog, classement, article qui va comparer deux produits, on se rend compte que donc 14 plus 14, allez, 20 plus 20, okay, donc 15, 15, 20, 20, on est à 70%. Donc en fait, ici, ça nous donne l'information que les sources qui sont utilisées par les LLM pour construire la réponse sont soit des articles comparatifs, soit des classements, soit des pages produits, soit des articles de blog. Donc, ça me donne une information sur, tiens, demain, je veux optimiser ma visibilité sur les LLM, je vais plutôt effectivement choisir un format qui est apprécié par les LLM. Ça, c'est la première information. La deuxième information qu'on va vous donner, c'est finalement les sources qui sont citées. Est-ce que les sources, ce sont des sites concurrents? Est-ce que ce sont des sites d'information? Est-ce que c'est votre propre site internet? Est-ce que ce sont des sites d'avis? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Ou est-ce que Peers, ce sont les sites qui sont en général propres ou attenants à votre industrie, mais qui ne sont pas vos concurrents? Et en fait, ici, ce qu'on voit, c'est que les sources qui sont citées sont principalement, d'accord, viennent de vos pairs. D'accord? Donc, encore une fois, pairs, on le définit comme attenants à votre industrie, mais qui ne sont pas vos concurrents. Donc, ici, ce que ça me dit, c'est que demain, si je veux optimiser ma visibilité, si je veux faire partie de la réponse dans les sources, il faut effectivement plutôt que je me rapproche des sites qui font partie de mon industrie, puisque c'est principalement ce qui va être cité et utilisé pour construire la réponse des. Et enfin, la dernière partie va vous dire, en fait, par rapport aux sources qui sont citées, ces sources viennent de quel domaine? Donc, ici, en fait, on voit qu'il y a pas mal de sources qui sont citées venant du site HubSpot, certaines de YouTube, de Salesforce, Pipedrive, ok. Et après, on commence à voir qu'il y a des sites, en fait, comme G2 qui sont des sites qui sont ni propriétaires ni concurrents. G2, c'est un site américain, c'est un peu le TripAdvisor des logiciels professionnels. Et donc, en fait, ce que ça me dit, c'est que ce site-là est utilisé très fréquemment dans les sources. Donc, par rapport à ma stratégie EO, je peux me dire, OK, est-ce que je peux rentrer en contact avec ce site-là pour être justement plus visible sur ce site-là, puisqu'il est justement utilisé comme source. D'accord? Et des domaines comme ça qui sont cités plusieurs fois, il y en a plein qui ne sont pas nos concurrents. Il y a Productive, il y a LarkSuite, Clientify, etc., etc. Donc, ça peut vous donner des pistes sur, tiens, qui il faut contacter. Ici, vous allez avoir les sources sur votre site internet qui sont les plus citées. Et ensuite, même chose ici, vous allez avoir les sources qui sont les plus utilisées dans la construction de la réponse. Et même chose, productive.io, Campaign Monitor, FunctionFox, ce ne sont pas des concurrents. Donc, par rapport à ma stratégie IO, je peux me dire, tiens, prenons contact avec Productive et IO, et comment est-ce qu'on peut mieux représenter HubSpot sur ce site internet ou sur les autres pour qu'on soit plus visible, in fine, sur les. D'accord? Donc, l'outil IO, il répond à 3 questions fondamentales. La première, c'est est-ce que je suis visible? La deuxième, c'est est-ce que je suis plus visible que mes concurrents? À quelle fréquence est-ce que je suis cité dans la réponse par rapport à mes concurrents? Et la dernière chose, c'est comment est-ce que j'optimise ma stratégie. Justement, dernière chose sur la partie optimisation de la stratégie, il y a l'onglet recommandations. L'onglet recommandations, en fait, il va, comme son nom l'indique,
vous donner des astuces, des tips sur quoi faire directement. Et donc ça, c'est catégorisé en plusieurs catégories. Donc il y a des recommandations qui concernent la création de contenu sur votre site. Donc ici, on va vous dire par exemple, ce serait bien en fait que je crée cet article, donc on vous donne le titre et le contenu. En fait, on vous dit pourquoi ce serait bien de créer cet article. Parce qu'en fait, on voit que sur certains comptes on voit qu'on a une visibilité qui est nulle. Et par contre, dans l'analyse des sources, on analyse des sources pour se dire, par rapport au contenu de ces sources-là, ce serait cohérent de créer un article qui est assez similaire aux sources qui sont citées. D'accord? Donc, on va vous dire comment combler les trous que vous allez avoir dans votre stratégie de contenu. Et ce que vous pouvez en plus faire si vous avez le module Content Hub, c'est que maintenant, en un clic, ces articles, vous pouvez les générer avec l'IA. D'accord? Donc ça, c'est un type de recommandation qu'on va pouvoir vous faire. La deuxième, on va aussi vous faire des recommandations sur la partie plus réseaux sociaux. Donc ici, on vous dit, en fait, ce serait bien de participer sur ce fil Reddit. Voilà, Reddit, effectivement, c'est moins utilisé en France, mais l'idée est la même. Pourquoi ce serait bien de rebondir sur ce fil Reddit? C'est parce qu'en fait, on traque un prompt sur lequel on a une visibilité qui n'est pas horrible, mais qui pourrait être améliorée. Et surtout, ce fil Reddit, il est très utilisé dans la visibilité sur ce compte-là. Donc, allez sur Reddit, engager, envoyer une réponse, participer sur ce fil-là, ça peut très rapidement impacter justement votre score de visibilité. Et puis après, on va avoir des recommandations plus comme je l'ai expliqué, c'est-à-dire cette URL-là, ce site-là, il est très souvent utilisé parmi les sources. Est-ce que vous pouvez prendre contact avec l'équipe éditoriale justement pour mieux positionner votre produit, parce que de toute manière, c'est un article qui est très utilisé dans les sources. Voilà. Ok. Donc voilà un petit peu pour le tour du propriétaire sur l'outil IO. C'est aussi un outil qui, il faut le dire quand même, c'est important. C'est un outil qui marche. Alors, il faut savoir que HubSpot a acheté une entreprise qui s'appelait Xponent. On a travaillé avec cette boîte-là sur la stratégie EIO. Et toutes les actions, tout le plan d'action d'HubSpot par rapport à la stratégie EIO, c'est ce que vous allez retrouver dans l'outil EIO. Et en fait, on voit que ça a apporté quand même beaucoup ses fruits, parce que bon, ça, c'est une insight qui a été partagée à notre conférence annuelle en fin d'année dernière. On voit qu'en fait, sur la visibilité, par rapport à nos concurrents, on s'en sort très très bien. Et ça, c'est en utilisant ce que je viens de vous montrer, l'outil EIO. D'accord? D'ailleurs, sur notre équipe marketing, les KPI qui regardent d'un mois sur l'autre, c'est les KPI que vous allez retrouver dans l'outil EIO, c'est-à-dire la visibilité, la part d'audience, les sources et le trafic qui vient des LLM. Ouais, on va finir sur quelques recommandations issues aussi de notre expérience. Et la première recommandation que je voulais vous partager, c'est, dans un premier temps, de toujours vérifier ce que les moteurs IA savent de vous. Alors, d'où vient cette recommandation? En fait, l'équipe HubSpot s'est rendu compte que la compréhension de notre pricing par les LLM n'était pas bonne. Elle était incorrecte. Que sur les prompts qu'on tapait, il y avait justement encore quelques hallucinations. Et justement, en fait, en analysant, en prenant les informations qu'on a récupérées de l'outil EIO, nous, on s'est rendu compte que notre blog HubSpot était très souvent utilisé comme source dans la construction de la réponse. Donc, on s'est dit, utilisons justement ce blog qui a beaucoup de visibilité pour créer un article très structuré et uniquement focus sur la partie pricing. Donc, ça a donné ce type d'article, d'accord, et on va le voir ici, la structure de l'article est très importante, puisqu'on va le voir par la suite, il est important d'optimiser la structure du contenu pour que ce soit facilement scannable par les LLM. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les 2 heures après la publication de cet article, il a été indexé par
par les LLM, prise en compte par les LLM, et donc très vite, on a vu un changement dans la réponse des LLM sur la compréhension de notre pricing. Et ça, c'est une chose qui est très importante de souligner aussi, c'est qu'en fait, le ROI sur la partie AEO peut être beaucoup plus rapide que sur du SEO. Si vous avez mené des stratégies SEO récemment, si vous passez par une agence SEO, ils vont vous dire les résultats, ça va se compter plutôt en mois. D'accord, que vous allez voir. Sur la partie AEO, aujourd'hui, vous pouvez voir des résultats très, très, très rapidement. Donc ça aussi, c'est un énorme avantage, c'est que le ROI sur ce que vous allez mettre en place, il est beaucoup, beaucoup plus rapide. La deuxième astuce, c'est privilégier vraiment la profondeur et la pertinence des contenus. Attention, dernière question à l'audience. Est-ce que vous savez, selon vous, quelle est la longueur d'une requête Google en moyenne, en nombre de mots-clés, et quelle est la longueur d'un prompt en moyenne sur ChatGPT? Je vais vous laisser 2-3 secondes pour répondre. J'en profite en attendant les réponses. Je réponds à la question de Sylvia sur le nombre sur les citations, le nombre de fois. Est-ce que c'est dans le monde entier? Est-ce que c'est dans tous les LLM, etc. Donc on parle vraiment des LLM qui sont dans le paramétrage et suivi côté HubSpot, donc ChatGPT, Gemini, Perplexity. Et sur la notion de le monde, du coup on parle uniquement du marché, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas évoqué, mais dans le paramétrage du suivi des prompts, c'est à chaque fois pour un marché spécifique, donc un pays. Et donc si demain on veut suivre 3 prompts, si on veut suivre 3 pays, on est obligé de setup 3 prompts différents qui va analyser les réponses sur chacun des pays. Alors, ouais, 3 mots-clés sur Google et on verra sur l'IA. En fait, c'est l'idée. Et c'est de là vient la recommandation sur la profondeur. Une requête Google en moyenne, ça a 5 mots-clés. D'accord, un prompt sur ChatGPT, ça a environ 350 mots. D'accord, donc en fait, on voit bien ici pourquoi il faut privilégier la profondeur des contenus et leur pertinence, donc faire très spécifique du contenu. Sur 5 mots sur une requête Google, Google va faire son maximum pour comprendre le contexte, pour comprendre les pages de résultats qu'il faut vous afficher, mais en 5 mots, c'est assez compliqué. Sur 350 mots, le LLM, il a beaucoup plus de contexte, donc il est capable d'aller chercher beaucoup plus facilement l'article qui est vraiment spécifique à votre requête. Et donc, c'est de là que vient la recommandation d'avoir des contenus très, très spécifiques. Et donc, d'autant que sur le SEO, il y avait effectivement, Google utilisait 2 proxys pour définir quelle page devait être affichée en page 1. C'était surtout l'autorité du site internet. Donc l'autorité, ça venait notamment des backlinks. Est-ce que des sites qui ont eux-mêmes l'autorité pointent vers votre site internet? Donc ça, c'était hyper important pour le SEO et pour Google. Et ensuite, il y avait aussi la pertinence de votre site, donc faire correspondre la requête avec le contenu de votre site. Sur la partie AEO, le rapport de force, il est plutôt inversé. C'est plutôt la pertinence qui va prédominer que l'autorité. D'accord? Et donc, n'hésitez pas à être ultra précis sur vos contenus, à prendre en compte différentes dimensions. Donc ça, c'est des exemples, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin sur la personnalisation des contenus. Mais prenez en compte différentes dimensions comme à qui vous vous adressez, quel produit vous voulez vendre, quelle est la problématique, sur quelle industrie, dans quelle phase du go-to-market est-ce que l'entreprise est. Il faut prendre un ensemble de dimensions pour vraiment personnaliser et pour vous assurer que effectivement le contenu ressort auprès de la bonne personne. Donc vraiment, encore une fois, privilégier la profondeur. Et la dernière petite astuce, c'est plus une astuce en termes de forme, de structure du contenu. Voilà, c'est formater vos contenus pour qu'ils soient facilement scannables. Sur les exemples que je vous ai montrés, c'était le cas. Mais ce dont on se rend compte, c'est que les articles qui vont avoir des questions, qui vont formuler leur titre H1, H2, H3 sous forme de questions, les articles qui vont avoir des FAQ, pour tout simplement se mettre en fait dans la peau
d'un acheteur qui va poser des questions. Tout ça, c'est des contenus qui vont être facilement scannables et donc qui vont ressortir. Les sites qui vont avoir pas mal de liens externes aussi. Et il y a un truc aussi qui est important, c'est la partie statistique. Donc, la partie statistique, je vais revenir dans une seconde, mais voilà, essayez de faire en sorte que vos titres soient des questions, c'est plus facilement scannable. Bon, c'est effectivement un exemple de FAQ. Donc voilà, c'est typiquement les questions les prompts qui pourraient être envoyés sur les LLM. Donc si vous les avez directement sur votre page de contenu, ça facilite le travail des LLM. Et je vous disais sur la partie statistique, les LLM aiment beaucoup les statistiques qui sont uniques et très spécifiques. Et ça, c'est quelque chose que je pense la plupart des entreprises peuvent faire. Vous allez avoir forcément des statistiques liées à vos clients, d'accord, que seuls vous connaissez. Et donc ça, les LLM vont vraiment aimer ce type de statistiques. Donc si vous le mettez justement en avant sur les contenus que vous présentez, l'idée c'est que justement ensuite le LLM recrache entre guillemets la statistique que vous-même vous avez créée. Et donc ça c'est un élément aussi assez puissant de visibilité et que beaucoup d'entreprises, encore une fois, regardez par rapport au rapport que vous faites, aux données que vous avez sur vos clients, vous pouvez créer des petites statistiques comme ça et ce sera un très bon moyen de ressortir de l'eau. Voilà, avant de passer la main à Stéphane, simplement vous indiquer que le module que je vous ai montré, en fait, il est inclus dans le hub Marketing Pro et dans le Marketing Enterprise. Ce qui fait la différence, c'est le nombre de prompts que vous pouvez traquer. Donc, il y en a 25 sur la partie Pro et 50 sur la partie entreprise, sachant qu'il y a aussi la possibilité d'acheter des packs de prompts supplémentaires, si besoin. Ok, je vais du coup laisser la place à Stéphane sur la partie retour terrain mercantile. L'idée, c'était de vous faire un petit retour concret, en plus des éléments qui ont été présentés par Bertrand, qui projettent quand même sur des résultats appliqués à HubSpot, mais partir d'un cas finalement qu'on a traité pour vous, donc pour Marketing. Pour le coup, comme ça a été présenté par Bertrand, on est en capacité, une fois qu'on a paramétré les différents comptes, d'identifier quand on est cité, finalement, au travers de quelle source on est cité. Puisque finalement, ce qui est important pour la notion de citation, c'est la citation de la marque, pas nécessairement la citation du site web. Et c'est là, en fait, qu'il y a aussi un paradigme à changer, c'est qu'on ne va plus forcément percevoir uniquement la notion de visite de site, Bertrand l'a dit tout à l'heure, comme le point clé d'une interaction entre la marque et un prospect. Et donc, nous, on avait déjà un volume de citations intéressant, mais on s'est aperçu qu'on avait une citation qui était très dépendante, en tout cas largement majoritaire, en lien avec des sources tiers. Et donc, on avait besoin de développer dans les sources de citation notre propre média, donc à savoir, en l'occurrence, notre site web. Donc là, l'idée, c'est de vous détailler un petit peu ce qui a été fait en ce sens, qui visait à développer, en tout cas, la visibilité de notre site web dans la web, au-delà des citations qui pouvaient déjà exister. Donc c'est le cas spécifique. Si tu passes à la slide suivante, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous décrire un petit peu l'image. Globalement, ce que vous voyez, c'est que on a une visibilité qui est à 80% finalement incarnée par, dans le rose, c'est des sites tiers. En l'occurrence, le site tiers ici, pour nous, c'est HubSpot. On est partenaire HubSpot, parmi les plus importants au monde. On a globalement le plus grand nombre d'avis en Europe, la meilleure note en Europe. Donc voilà, je ne dis pas ça pour nous faire une petite pub au passage, mais un peu quand même. Et du coup, ça nous donne une citation, des citations en tout cas, quand Marketing est cité, elle est citée avec son lien, du coup, dans l'annuaire HubSpot des partenaires du coup HubSpot. Donc c'est important pour nous, c'est nécessaire, c'est un axe de visibilité, mais on ne peut pas non plus ancrer notre visibilité uniquement sur cet annuaire-là, puisque pour X ou Y raison, si demain les LM ne considèrent plus l'annuaire HubSpot comme une source de vérité et de citation, on perd potentiellement cette visibilité-là. Vous me direz, c'est pareil peut-être pour nos concurrents, néanmoins, il vaut mieux prévenir que virer en l'occurrence. Commencer déjà à travailler cette visibilité, cette référence aussi sur nos sujets. Donc ça, c'était le constat. C'est bon. Et du coup, en partant de ça, ce qu'on a fait, alors évidemment, et c'est pour répondre à la question que Margot a posée,
Est-ce que HubSpot, notre outil HubSpot peut aider à définir les comptes? Oui, ça peut aider en se basant aussi sur la connaissance des interactions dans le CRM, la donnée, l'ensemble de la donnée du marché, etc., est exploité pour proposer des comptes. Néanmoins, ça peut être intéressant d'aller chercher parfois d'autres comptes aussi sur d'autres outils pour renforcer simplement ou confirmer ce que peut donner HubSpot en termes de comptes ou enrichir globalement la liste que vous allez vous-même, pourquoi pas, manuellement ajouter. Donc ce qu'on a fait, c'est bien redéfinir ce scope de compte sur lequel on allait pouvoir être cité, cette fois en own média, donc sur notre propre média et pas uniquement sur le lead tiers. Ensuite, c'était repérer les optimisations, donc à la fois optimiser les pages qu'on visait en lien avec ces comptes et donc optimiser ou créer de nouveaux contenus. Et enfin, commencer à produire et à boucler sur cette mécanique-là. Ça, c'est le suivi de manière générale de cette pattern-là. Vous pouvez le suivre quel que soit le problème. Là, c'était en lien avec notre problématique, mais ça pourrait être réplicable sur d'autres de ces types de contenus sur lesquels vous souhaiteriez être visible. Et peut-être juste parenthèse rapide, parce que Bertrand, tu ne l'as pas montré tout à l'heure, mais on a la capacité d'avoir la citation, des statistiques sur la citation, les citations, les types de médias, les types de concurrents, etc. Mais il faut savoir que pour chacun des comptes que vous suivez, vous avez cette analyse de compte. Donc vous êtes capable de voir sur le compte X quel est le concurrent cité, est-ce qu'il est cité devant vous, derrière vous, est-ce que c'est quel type de contenu est utilisé pour la citation ou pour la réponse, et ça vous aide aussi à optimiser, c'est-à-dire de dire voilà, pour telle réponse, en fait c'est plutôt des articles de blog qui sont utilisés. Si vous n'avez pas d'article de blog, ça peut être effectivement un gap à combler. Donc voilà, ça c'est vraiment extrêmement intéressant avec l'outil développé par HubSpot, c'est que ça donne une visibilité aussi spécifique, micro, pour chacun des comptes. Donc, si je détaille un peu les 3 temps qu'on a couverts, donc si tu passes à la slide suivante, donc on part, en tout cas ce qu'on va conseiller, c'est de partir de la demande réelle. Donc là, c'est ce que va faire HubSpot. Donc concrètement, exploiter l'ensemble de la donnée CRM, les différentes raisons, conversations commerciales, les raisons de perte, les raisons de gains, etc. Tout ça va être exploité pour vous proposer un ensemble de comptes à différentes étapes du buyer journey. On ne l'a pas non plus exposé là dans la démo, mais comme pour les marchés, c'est-à-dire qu'on peut cibler un compte égale un marché, on va pouvoir cibler et ranger, entre guillemets, classer nos comptes en fonction du buyer journey, c'est-à-dire est-ce qu'on est en phase de awareness, de considération, de décision, est-ce quel ICP ça concerne, et après filtrer. C'est-à-dire que le tableau que vous montrez tout à l'heure, Bertrand, avec la visibilité globale de l'ensemble de la marque, peut être après filtré par étape du buyer journey, par persona, et en fait on peut savoir beaucoup d'écarts, d'apercevoir des écarts de visibilité. Peut-être que c'est la phase de awareness qui est sous-exploitée, ou à l'inverse, la phase de décision, et du coup d'orienter les choix stratégiques. Une fois de plus, l'outil n'est qu'un outil qui, juste pour se donner des vanity metrics où on va être content de voir 80% ou pas content de voir 15%, en fait, il faut comprendre et découper cette performance pour ensuite en déclencher des actions d'optimisation. Autre petit conseil qu'on peut vous proposer, c'est que pour compléter en fait les comptes que va vous proposer naturellement HubSpot, moi ce que j'aime bien faire, c'est aller dans du coup le LLM visé, donc ChatGPT, Gemini, etc. Et là, je vous ai mis un exemple de compte. Alors, je vous aurai les slides en follow-up, mais l'idée, c'est d'exploiter ChatGPT pour lui dire, en fait, si tu devais citer ma marque sur mon produit, sur cette cible, etc., quels seraient les comptes en fait qui viendraient naturellement, quelles sont les questions que poserait un utilisateur. Donc, ça fait un peu de rétro-engineering finalement sur le LLM en direct, puis ça nous permet de confronter globalement ce que vous a donné HubSpot par rapport à ce que vous connaissez. L'idée, c'est pas d'avoir une vision uniquement dans votre prisme, mais peut-être aussi celle que va vous apporter chacun des élèves. Ce qui est hyper important, du coup, c'est de décortiquer les concurrents. Donc, concrètement, qui, sur chacun de mes comptes, et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait pour nous, sur les comptes qui sont visés sur nos médias, qui de nos concurrents a été présent, quand il était présent, avec quel type de contenu. Donc, ça, c'est extrêmement important. C'est pouvoir vraiment avoir la vision de qu'est-ce qui est cité, qui est cité, et qu'est-ce qui est fait chez différents concurrents, les pages qui sont citées, qu'est-ce qu'elles ont comme structure, est-ce qu'elles sont composées de FAQ, est-ce qu'elles sont composées de statistiques, est-ce qu'elles sont composées d'éléments en fait clés. C'est ça qui permet, in fine, de comprendre l'univers concurrentiel de chaque compte.
Et c'est vraiment comme on le ferait sur du SEO, hein, où en fait on va aller regarder les résultats dans Google pour chacune des recherches. C'est ça qui nous permet de comprendre ce qui est cité, ce qui est référencé, quel concurrent est positionné. On a besoin de faire le même travail avec une complexité supplémentaire, c'est que les comptes sont plus complexes, d'identifier, elles sont plus spécifiques, et donc on va avoir besoin de trouver les bons comptes. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, la bonne réponse dans les contenus qu'on va proposer. Pour cette partie, c'est bon. Ensuite, l'objectif, c'est d'aller identifier où optimiser, parce qu'une fois qu'on s'est dit, voilà le compte que je suis, voilà ce que font mes concurrents, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais pas, qu'est-ce que je dois finalement optimiser. Donc là, ce qu'on a fait en l'occurrence pour nous, c'était d'aller sur les pages. En tout cas, on avait une dizaine de pages globalement ciblées sur 2 ou 3 comptes, en tout cas sur vraiment cet objectif-là. Donc l'objectif, ça a été de créer un ensemble de pages et surtout de venir optimiser de l'existant. Il ne faut pas forcément repartir de zéro de manière systématique. Vos pages sont déjà existantes, forcément crawlées par ces différents outils, et donc de pouvoir finalement optimiser l'existant en l'enrichissant avec soit des FAQ, soit du contenu propriétaire, soit avec de la comparaison. Il y a vraiment des types de formats aussi qui sont préférentiels. Les listes, les numéros, les listes numérotées, les listes à puces, les tableaux, etc. sont des contenus plus digestes pour les LLM. Et c'est pareil dans l'observation, vous pouvez faire des prompts et des réponses qui sont apportées par HubSpot. La façon dont le contenu est répondu, c'est finalement le contenu qui va être le plus facile à digérer, qui va être cité. Je ne dis pas que c'est uniquement ça, mais le fait de devoir retravailler un contenu pour donner la réponse, c'est un travail supplémentaire pour les LLM que globalement, ils vont essayer d'éviter. Donc voilà, on va essayer de se conformer au maximum au format attendu. Et donc, on a été optimisé à la fois des articles de contenu et à la fois une page pilier en l'occurrence, qui visait à s'optimiser sur ce point-là. Donc, on identifie ce qu'on va appeler les motifs gagnants, donc le pattern qui fait qu'aujourd'hui, une réponse, une citation est comprise dans une réponse spécifique. Et ensuite, il faut produire, parce que effectivement, d'avoir juste identifié ce qu'il faut faire, si on ne fait rien, c'est comme tout, aucun résultat sera obtenu. Donc, on a créé une page pour chaque compte visé, optimiser une partie d'articles. Donc, je vous mets en dessous quelques éléments. Donc, une page clé qui était déjà existante, qui a été enrichie, la création d'un article spécifique sous un format listing et l'optimisation de 5 articles clés qui étaient en lien avec 2 blogs, un guide et un listing, donc un format d'article un peu différent. Donc, je vois que l'heure avance, mais voilà, globalement, ce qui a été fait, c'était d'aller ajouter, bien spécifier, Bertrand l'a dit tout à l'heure, mais une page, un compte, intégrer de la donnée propriétaire à l'intérieur. Donc, données propriétaires, c'est très large. Données propriétaires, c'est des statistiques, c'est des études, des informations que vous-même possédez, mais c'est aussi des témoignages de clients, c'est des cas clients, c'est des choses qui montrent en fait la spécificité où vous traitez, vous donnez une information unique. En fait, c'est l'unicité de votre information qui va être jugée comme pouvant être intéressant du coup à sourcer par les LLM. Voilà, et donc en gros, ce qu'on fait une fois qu'on lance l'optimisation, comme l'a dit Bertrand, ça peut être assez rapide en termes d'impact. Donc 2 heures, donc peut-être pas systématiquement pour tout, mais en tout cas avoir quand même assez vite, vu que les prompts sont quand même réalisés tous les jours, avoir une visibilité sur l'impact. Et donc en fonction de l'impact de chacun de ces LLM, sur chacun de ces LLM et sur chacun de ces contenus, on a pu voir en fait si certains répondaient immédiatement, d'autres ne répondaient pas du tout, et pouvoir optimiser, rajouter du contenu, notamment sur un article qui, pour le coup, performait pas du tout. Ce qu'on n'a pas montré aussi tout à l'heure, vous verrez, en fait, cet outil, il est très large, il est assez profond, en fait, dans l'utilisation qu'on peut en faire. Chaque prompt, en fait, on peut lui associer des articles associés, des articles connexes, on va dire, des contenus connexes que vous avez créés, les fameuses recommandations, par exemple, que faire HubSpot, vous pouvez les attacher, en fait, à un prompt. Et donc, ça va vous permettre de voir l'impact, finalement, de ce que vous êtes en train de faire par rapport à ce que vous avez produit. Et donc, le résultat de tout ça, donc vous avez le graphique ci-dessous, mais donc en 2 semaines,
globalement, on a doublé les citations obtenues sur 2-3 semaines, doublé les citations obtenues sur nos propres médias. Quand on était cité, ça utilisait Marketing, à la fois pas en remplacement d'HubSpot, mais finalement c'était des citations sur lesquelles on n'était pas forcément positionné directement, mais quand Marketing a été associé, dans la réponse, ça a été associé avec un contenu, une ressource, en l'occurrence les ressources qu'on avait optimisées. Donc ça illustre ce que disait Bertrand, c'est que l'impact peut être assez rapide. On sait très bien, en tout cas historiquement, le SEO, on dit toujours ça prend 3 mois, etc., avant d'avoir les premiers résultats. C'est en partie vrai, mais il y a des quick-wins parfois où on peut avoir des résultats plus rapides. Et sur le LLM, c'est vraiment assez immédiat sur l'impact qu'on peut avoir sur nos performances. Donc là, vous avez deux graphiques qui sont assez loin, mais si je vous les décris, globalement, vous voyez notre augmentation de domaines cités versus nos concurrents. Donc, on voit que nous, en ayant fait ce travail, on s'est rendu plus visible que nos concurrents sur nos propres médias. Et ensuite, c'est la citation de la marque, c'est-à-dire que votre domaine peut être cité sans votre marque aussi. Voilà, même si souvent, il y a un couplage quand même des deux. Mais ces deux courbes se suivent, ce qui pourrait être perturbant, par exemple, si vos contenus sont cités, mais votre marque ne l'est pas, ou en tout cas ne progresse pas dans le même temps, ça veut dire qu'il y a un déficit de marque, et après il y a peut-être un travail à réaliser off-site, on va dire, et là c'est le dernier point, peut-être pour terminer, en tout cas que je vais illustrer, il n'y a pas de débat total après ça, mais c'est qu'il y a un vrai impact encore plus fort de manière générale de tous les signaux d'autorité d'une entreprise sur son domaine. Pour être cité, il ne faut pas juste produire des contenus, parce qu'aujourd'hui, on a tous un peu le guide des bonnes pratiques de comment on optimise un site pour l'AEO. Donc voilà, avec des courants de pensée un peu différents, mais si tout le monde demain met des FAQ, si tout le monde demain met des données propriétaires, il n'y a rien qui fera, c'est pas le site qui fera la différence, c'est aussi votre visibilité, votre notoriété, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir de marketing, d'influence de manière générale, participera aussi à l'exploitation et à l'exploitation et à la citation de vos contenus. Il nous reste quelques minutes, on a un peu débordé par rapport au planning initial. Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut prendre là dans le chat si vous avez, il y en a quelques-unes au fil de l'eau, mais est-ce qu'il y a des précisions à apporter? Oui, tout était clair. C'est très clair. Merci à tous les deux pour du coup cette précision. On se rend compte aussi, en tout cas c'est l'impression que ça donne qu'il y a pas mal de place à prendre, ou en tout cas de choses qu'on peut mettre en place assez rapidement. On a aussi une solution, de manière générale, c'est des technologies qui sont assez récentes, donc on peut imaginer que tout ce qu'on dit aujourd'hui, si ça se trouve dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ça va évoluer fortement. Et ça donne l'impression aussi qu'en faisant assez peu d'efforts, on peut assez vite avoir aussi un impact qui est très fort. Le SEO, on se disait souvent, il faut aller chercher des liens, il faut créer du contenu, il faut attendre, il faut chercher des backlinks. Là, finalement, cette logique de apporter de l'eau à notre moulin, elle est aussi beaucoup plus dans nos mains que dans le sujet du SEO. On était dépendant d'autres sites qui nous acceptent, qui nous référencent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur nos propres plateformes. Et ça, du coup, ça rebalance aussi un peu les cartes et notre capacité aussi rapidement à avoir de l'impact. Mais on peut imaginer aussi que, du coup, il y a pas mal de gens qui vont s'engouffrer dans ces sujets-là avec pas forcément beaucoup de légitimité réelle, et qu'au bout d'un moment, les LLM aussi s'adaptent un peu à ces contre-mesures ou à ces optimisations pour favoriser aussi des réponses peut-être plus pertinentes ou des acteurs plus établis avec le temps, quoi. Donc, super intéressant. Merci à tous les deux du coup pour le sujet. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense que certainement, comme on le disait, c'est tout nouveau, donc ça changera. Et HubSpot aujourd'hui nous propose un outil qui permet effectivement de tirer son épingle du jeu. Et ça fait partie de Marketing Hub, c'est déjà présent chez Marketing Pro et chez Marketing Enterprise Hub. Donc la plupart des clients HubSpot, en tout cas, aujourd'hui, vont pouvoir directement mettre à profit ces usages. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, Stéphane en particulier, Bertrand et moi-même, on sera ravis de pouvoir vous répondre. Et puis, je crois que nous arrivons au moment fatidique de vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, et puis à bientôt pour un prochain échange sur ces sujets. Merci à tous pour votre temps. Merci. Au revoir.